En 2002, un basculement brutal secoue le Burkina Faso et surprend ses voisins déjà fragilisés par des années de crise. Alors que les puissances extérieures pensaient en gérer calmement les ressources africaines, l'irruption d'un jeune capitaine révèle l'ampleur des injustices accumulées, fissure un ordre présenté comme immuable et met à nu la dépendance économique du pays. Que signifie pour vous cette rupture quand Ibrahim Traoré affirme que la souffrance prouve encore la vie, refuse de plier et appelle à reprendre le contrôle des richesses nationales? Un pays exsangue se découvre soudain la possibilité d'un autre futur moins soumis, plus digne et plus maître de ses choix. La trajectoire ouverte en 2020 annonce une promesse exigeante: comprendre comment une contestation née au cœur du Sahel peut redéfinir les rapports de force économiques, politiques et sociaux entre l'Afrique et les puissances qui l'entourent. L'enjeu central pour le public est clair: saisir comment un pays peut regagner du contrôle en 10 à 12 mots d'actions concrètes, sans romancer la difficulté ni surestimer les capacités d'un État longtemps fragilisé. Une telle démarche oblige à examiner les pressions extérieures, les résistances internes, la gestion des ressources naturelles et la capacité d'un appareil politique à rester cohérent sous tension. Mais elle conduit aussi à observer ce que cette rupture change pour les acteurs ordinaires, familles touchant enfin une part des revenus miniers, jeunes réinvestissant l'espace civique, entreprises locales retrouvant une marge de manœuvre et administrations adoptant des règles de transparence inédites. Le récit qui suit propose donc un fil directeur simple: montrer comment les décisions prises à Ouagadougou circulent, s'amplifient ou se heurtent à des forces bien plus vastes, et pourquoi ces dynamiques redéfinissent déjà l'équilibre régional. Deux faits souvent ignorés éclairent immédiatement le basculement de 2022. La production d'or du Burkina Faso, pourtant essentielle, ne laissait au pays qu'une part limitée de ses propres revenus, tandis que plus de 15% des recettes minières échappaient chaque année aux circuits officiels selon plusieurs estimations locales. Ces deux réalités, placées côte à côte, expliquent pourquoi le discours d'un jeune officier a soudain pris une dimension régionale. Lorsque Ibrahim Traoré prononce ses premières déclarations publiques, il ne s'attaque pas seulement à l'influence extérieure, il met en lumière un enchaînement de dépendances enracinées dans l'économie politique du Sahel. Pendant des décennies, l'exploitation minière avait été structurée autour de contrats opaques, d'avantages fiscaux historiques et de mécanismes qui favorisaient des entreprises étrangères au détriment des capacités locales. Ce système, rarement contesté ouvertement, maintenait un équilibre fragile entre financement extérieur, stabilité politique relative et concessions économiques profondes. La rupture de 2022 se comprend ainsi comme le résultat de trois dynamiques convergentes. La première concerne l'insatisfaction populaire face à l'écart croissant entre richesses produites et conditions de vie réelles. La seconde tient à l'épuisement d'un modèle de gouvernance où la dépendance à l'aide internationale dictait une partie des orientations économiques. La troisième repose sur l'essor d'une jeunesse plus informée, plus connectée et de moins en moins prête à accepter le statu quo. Le contexte régional renforce encore ces pressions. Les pays voisins, eux, aussi pris dans des crises sécuritaires persistantes, observent la situation avec attention. Chaque avancée ou recul à Ouagadougou influe sur les flux commerciaux, les dynamiques frontalières et la coopération militaire dans toute la zone sahélienne. Ainsi, ce qui pouvait apparaître comme un simple changement de leadership devient un événement aux répercussions structurelles plus larges, en particulier sur la question de la souveraineté économique. L'arrière-plan est donc clair:
une économie vulnérable, un modèle de dépendance hérité, une population jeune et impatiente, et une scène régionale instable. C'est dans cet environnement chargé que les réformes annoncées commencent à prendre forme. Pour comprendre la portée des réformes annoncées en 2022, il faut observer comment elles se sont manifestées à travers ceux qui se trouvent habituellement en marge des décisions politiques. Deux trajectoires individuelles illustrent cette transition dès les premiers mois. Le premier cas concerne une petite coopérative de traitement de minerais située dans le centre du pays. Pendant des années, elle dépendait presque entièrement des intermédiaires étrangers fixant les prix et contrôlant la chaîne de transport. Lorsque les nouvelles règles de transparence imposent la déclaration obligatoire des volumes et la renégociation de certains contrats, la coopérative obtient enfin un accès direct aux données de marché. Cette modification, modeste en apparence, lui permet d'augmenter ses marges et de financer des équipements de sécurité longtemps reportés. Les travailleurs, pour la première fois, évoquent la possibilité d'un fonctionnement plus stable. Le second exemple vient d'un jeune fonctionnaire chargé du suivi budgétaire dans une commune périphérique. Les directives de gouvernance imposent désormais la publication systématique de rapports simplifiés accessibles au public. Sous l'ancien dispositif, il se contentait de compiler des chiffres destinés à quelques services centraux. Avec les nouvelles obligations, il doit répondre aux questions des habitants, justifier les dépenses et expliquer les retards administratifs. Cette pression sociale crée un changement subtil mais réel. Les services locaux adoptent progressivement des pratiques plus rigoureuses et diminuent la latitude des détournements ordinaires. Ces deux cas montrent que les réformes ne relèvent pas uniquement de grands principes économiques, mais modifiant aussi la manière dont les acteurs ordinaires naviguent dans les institutions. Le changement devient concret quand il touche la routine quotidienne. L'élément déclencheur survient à l'automne 2022, lorsque plusieurs inspections révèlent des incohérences flagrantes dans les déclarations de production minière. Les volumes annoncés par certaines compagnies ne correspondent plus aux relevés internes, et les flux d'exportation affichent des écarts trop importants pour être ignorés. La situation bascule lorsque de nouvelles données montrent que des cargaisons quittent discrètement la frontière nord, échappant à tout contrôle fiscal. Ces découvertes provoquent une réaction immédiate. L'administration suspend plusieurs autorisations, exige des audits, bloque des convois et alerte les communes concernées. Le système d'extraction, longtemps considéré comme intouchable, vacille pour la première fois depuis des décennies. Le mouvement s'accélère quand Ibrahim Traoré ordonne une révision complète des contrats miniers. Les autorités convoquent les directions locales, réclament les documents originaux et exigent la publication de clauses longtemps tenues confidentielles. Certaines entreprises acceptent. D'autres résistent ouvertement. Une série de réunions tendues expose les tensions entre les nouvelles exigences nationales et les habitudes installées. Le discours change. Les ministères cessent de négocier en position d'infériorité, les représentants étrangers s'inquiètent, les chancelleries demandent des explications. Des communiqués internationaux évoquent une instabilité réglementaire. Pourtant, sur le terrain, les administrations reçoivent enfin des données exploitées depuis longtemps, sans réelle supervision. Le point culminant survient lorsque plusieurs multinationales menacent de réduire leurs opérations. La pression diplomatique devient visible. Des messages privés circulent. Certains partenaires internationaux évoquent des conséquences économiques si les réformes persistent. Les marchés réagissent brièvement. Les spéculations s'intensifient sur les chaînes régionales. Malgré cela, les autorités burkinabées maintiennent leur position. Elles fixent de nouveaux barèmes fiscaux et imposent des mécanismes de contrôle renforcés. Les protestations se multiplient, mais le gouvernement tient une ligne claire:
restaurer la souveraineté économique. Dans la capitale, les jeunes manifestent leur soutien, brandissant des messages appelant à la transparence et à la fin de l'exploitation unilatérale. L'atmosphère devient électrique. Chaque décision semble engager l'avenir d'un modèle entier. Les premières répercussions ne tardent pas. Les recettes fiscales issues du secteur extractif connaissent une hausse notable. Les communes minières obtiennent des transferts plus réguliers. Les travailleurs locaux constatent une meilleure surveillance des pratiques de sécurité. Mais ces avancées s'accompagnent d'un contre-coup. Des sanctions ciblées sont annoncées par certains partenaires occidentaux. Non, pas ça. Les financements habituels diminuent, les projets dépendant de fonds extérieurs ralentissent. Les prix de plusieurs biens importés augmentent, les ménages ressentent la pression. Les opposants politiques dénoncent la stratégie. Les partisans affirment que cette douleur est le prix de la reconquête économique. Dans le reste du Sahel, l'écho grandit. Des responsables politiques de pays voisins évoquent publiquement l'exemple burkinabé. Des débats émergent dans les parlements régionaux. Les analystes soulignent que la crise dépasse le cadre national. Elle révèle la fragilité d'un modèle où les États dépendent encore fortement d'acteurs extérieurs. Le choc burkinabé agit comme un révélateur. Les lignes bougent, les anciens équilibres tremblent, les nouvelles alliances se dessinent lentement. La séquence déclenchement, climax, répercussion montre que l'enjeu dépasse la simple question minière. Elle touche la capacité d'un pays à redéfinir ses priorités sous pression. La situation économique du Burkina Faso avant 2022 et en 2022 reposait sur une structure fragile où les recettes issues de l'or demeuraient insuffisantes pour répondre aux besoins publics essentiels. La baseline se situe dans un cadre où les revenus miniers captés directement par l'État restaient limités et dépendaient fortement de mécanismes fiscaux négociés à l'avantage d'acteurs extérieurs. Le delta observé après l'introduction des réformes montre une transformation mesurable qui, bien que récente, fournit des indications précieuses sur l'orientation prise par l'économie nationale. Le premier indicateur concerne l'évolution de la production d'or, qui a enregistré une hausse de 15% en 2023 par rapport à 2022. Cette croissance reflète l'effet combiné de contrôles renforcés et d'une meilleure traçabilité intégrée aux chaînes d'exportation. La progression, même si elle reste dépendante de conditions géologiques et logistiques, signale que les écarts inexpliqués observés auparavant ont été significativement réduits. Les services de suivi, dotés de nouvelles procédures, rapportent désormais une vision plus cohérente des volumes circulant dans le pays. Le deuxième indicateur clé se trouve dans l'évolution du PIB national qui a augmenté de 3,5% en 2023 selon les données officielles. Cette hausse modeste à l'échelle internationale mais notable dans le contexte sahélien provient d'une combinaison d'effets: réforme fiscale, regain de confiance intérieure et renforcement des exigences de transparence sur les contrats extractifs. La lecture de ce chiffre implique que l'économie parvient à absorber les chocs extérieurs, notamment les sanctions, en s'appuyant sur des mécanismes internes plus solides qu'auparavant. Elle montre aussi que la dynamique de croissance ne repose plus uniquement sur les cycles traditionnels d'aide internationale. Le troisième indicateur porte sur l'évolution des investissements directs étrangers, qui ont progressé de 12% la même année. Cette augmentation contraste avec les prévisions initiales de recul annoncées par plusieurs analystes internationaux. Le résultat suggère que la transparence renforcée et les nouvelles règles budgétaires ont rassuré certains partenaires, prêts à travailler dans un cadre plus clair. Il montre également que la restructuration du secteur minier n'a pas entraîné le retrait massif des investisseurs anticipé par certains observateurs,
mais plutôt une sélection naturelle d'acteurs compatibles avec les nouvelles exigences réglementaires. Les trois métriques composent un tableau où les dynamiques économiques ne peuvent plus être interprétées uniquement à travers les codes habituels du Sahel. L'amélioration des chiffres bruts est indissociable des transformations administratives introduites depuis 2022. Elle montre qu'un pays peut réorganiser ses priorités tout en absorbant les pressions diplomatiques extérieures. Elles apportent aussi une mesure concrète des réformes souvent décrites de manière abstraite dans les débats régionaux. La prudence reste toutefois nécessaire. Les avancées dépendent encore de la stabilité sécuritaire et de la capacité des institutions locales à maintenir un rythme constant d'application. Les chiffres positifs ne garantissent pas une trajectoire linéaire, mais ils éclairent une réalité. Les mesures économiques introduites ont produit des effets mesurables dans un délai relativement court. Elles illustrent comment un pays, souvent décrit comme dépendant et vulnérable, peut modifier ses paramètres structurels dès lors qu'une volonté politique cohérente soutient les décisions administratives. Le premier argument, souvent présenté par les partisans du modèle économique hérité des décennies précédentes, repose sur la stabilité apparente qu'il procurait. Selon cette vision, les multinationales disposant de contrats de longue durée assuraient un flux financier continu, même s'il était limité, permettant au pays de maintenir certaines infrastructures essentielles. Les soutiens de cette approche soulignent que ces entreprises, bien que profitant largement des ressources locales, apportaient aussi un savoir-faire technique difficile à remplacer rapidement. Ils affirment également que l'ouverture du marché à des acteurs étrangers réduisait le risque de dépendance vis-à-vis d'un seul partenaire régional ou politique. Pour eux, ce système imparfait mais prévisible évitait les secousses économiques soudaines. Le second argument vient d'une position clairement opposée. Ses défenseurs estiment qu'un pays ne peut se développer durablement tant que la majorité des bénéfices générés par ses ressources naturelles échappent à son contrôle. Pour eux, les réformes récentes ne constituent pas une rupture hasardeuse, mais une nécessité structurelle. Ils rappellent que l'opacité contractuelle, les faibles retombées fiscales et l'absence de mécanismes de transparence créaient un cycle dans lequel l'État devait compenser ses propres pertes par davantage d'endettement. Selon cette perspective, la dépendance prolongée fragilisait l'économie et empêchait l'émergence de véritables industries locales capables de soutenir la croissance à long terme. La réponse aux deux positions s'appuie sur les éléments quantitatifs observés depuis 2022. Les données montrent une hausse mesurable de la production d'or, une progression du PIB et une augmentation des investissements étrangers malgré les sanctions. Ces résultats n'invalident pas totalement les préoccupations liées aux risques diplomatiques, mais démontrent que la restructuration n'a pas entraîné l'effondrement annoncé par certains critiques. Ils indiquent plutôt qu'un pays peut renégocier ses relations économiques sans rompre avec l'écosystème international, à condition d'imposer des règles claires et applicables. Le débat ne se résume donc pas à un choix entre stabilité passée ou rupture totale, mais à la manière de construire une souveraineté économique crédible tout en limitant les vulnérabilités externes. Au moment où les pressions extérieures s'intensifient et où les sanctions commencent à produire leurs premiers effets visibles, un changement moins spectaculaire mais déterminant apparaît dans la gestion interne du pays. Les administrations locales, longtemps habituées à fonctionner avec une marge considérable d'informalité, adoptent progressivement des procédures standardisées imposées par les nouvelles directives nationales. Ce déplacement discret, loin de la scène diplomatique, modifie la relation entre l'État et ses propres institutions. L'une des révélations majeures
tient au rôle stabilisateur de certaines mesures techniques. Lorsque les communes appliquent des cadres budgétaires uniformisés, les rapports financiers deviennent comparables d'une localité à l'autre. Cette homogénéité, nouvelle pour le Burkina Faso, permet d'identifier rapidement les défaillances, les retards ou les anomalies. Sur le terrain, les responsables administratifs affirment que ces outils réduisent le risque de détournement par fragmentation des informations. Dans ce contexte de réorganisation interne, Ibrahim Traoré apparaît non seulement comme l'initiateur politique des réformes, mais aussi comme le point d'ancrage d'une transformation administrative plus profonde. La consolidation ne provient plus seulement des discours ou des décisions centrales. Elle se manifeste à travers des pratiques quotidiennes qui renforcent l'autonomie institutionnelle et s'accroissent la résistance du pays aux pressions extérieures. Les réformes engagées depuis 2022 produisent des effets différenciés selon les groupes directement touchés par l'économie extractive. Les dynamiques observées ne se réduisent pas à une amélioration globale ou à un recul uniforme. Elles révèlent plutôt quatre trajectoires distinctes structurant l'évolution du pays. Les conséquences concrètes se mesurent à travers les ménages, les entreprises, les institutions publiques et la zone régionale sahélienne, chacune réagissant à sa manière aux nouvelles règles. Pour les ménages, la hausse de 15% de la production d'or constitue un repère essentiel, car une partie croissante des recettes fiscales revient directement aux communes. Plusieurs localités signalent une meilleure régularité des transferts destinés aux services sociaux, notamment l'entretien des écoles primaires et l'achat de matériel médical de base. Les familles perçoivent ces améliorations comme modestes, mais réelles, en particulier dans les zones minières où les revenus locaux étaient historiquement faibles. Toutefois, les fluctuations des prix importés liées aux sanctions extérieures continuent de peser sur le pouvoir d'achat des foyers les plus vulnérables. Les entreprises locales, particulièrement celles des secteurs miniers et logistiques, bénéficient de l'application plus stricte des normes contractuelles. La transparence accrue facilite l'accès aux données de marché, réduisant l'asymétrie d'information qui les désavantageait face aux grands acteurs internationaux. Certaines sociétés de transport rapportent une augmentation de leurs marges, conséquence directe de la diminution des circuits informels. Cependant, une partie du tissu entrepreneurial exprime ses inquiétudes quant à la volatilité créée par les pressions diplomatiques, craignant une contraction future de certains partenariats commerciaux traditionnels. Pour les institutions publiques, l'impact est double. D'un côté, la croissance de 3,5% du PIB et la hausse de 12% des investissements étrangers renforcent la crédibilité interne des réformes. Les administrations locales utilisent désormais des cadres budgétaires standardisés, permettant une meilleure traçabilité des dépenses. De l'autre, elles doivent gérer une charge de travail accrue liée aux nouvelles obligations de transparence, ce qui ralentit temporairement certains processus. Ce renforcement administratif peut toutefois être interprété comme un signe de maturité structurelle croissante. L'action d'Ibrahim Traoré sert ici de point d'appui politique, donnant une cohérence nationale aux changements techniques. Dans la région sahélienne, les effets se matérialisent par des ajustements géopolitiques subtils. Les pays voisins observent avec intérêt la capacité du Burkina Faso à maintenir ses réformes malgré les sanctions occidentales. Certaines capitales évoquent la possibilité d'adopter des mécanismes de contrôle similaires, particulièrement dans la gestion des concessions minières. Cette dynamique crée un espace de coopération potentiel au sein du Sahel, même si l'instabilité sécuritaire demeure un obstacle majeur.
La posture du Burkina Faso, désormais plus affirmée, influence les discussions régionales sur la souveraineté économique et réduit partiellement la dépendance au cadre négocié par les puissances extérieures. Les développements des prochains mois s'orientent autour de trois scénarios distincts, chacun dépendant du maintien des réformes, de la gestion des pressions extérieures et de l'évolution de la situation sécuritaire. Les données observées depuis 2022 fournissent une base solide pour envisager ces trajectoires, même si les incertitudes régionales demeurent importantes. Le Burkina Faso se trouve à un moment où chaque décision administrative, économique ou diplomatique peut produire des effets accélérés dans un environnement en mutation. Dans cette trajectoire, les réformes actuelles se poursuivent à un rythme maîtrisé. Les administrations locales renforcent leur capacité de contrôle budgétaire. Les entreprises s'adaptent au cadre renouvelé et les recettes issues du secteur minier continuent de croître modestement. Les sanctions, les sanctions extérieures restent gérables grâce à la diversification progressive des partenariats africains. Ce scénario repose sur une stabilité relative, sans expansion spectaculaire ni recul brutal, mais avec un ancrage institutionnel croissant. Le scénario favorable s'appuie sur un double mouvement, une amélioration de la sécurité intérieure et une coopération renforcée entre plusieurs pays du Sahel, adoptant des réformes similaires. Les investissements étrangers, déjà en hausse de 12%, augmentent davantage à la faveur d'un cadre réglementaire stabilisé et d'un climat commercial plus prévisible. Les communes minières bénéficient d'une augmentation notable des transferts budgétaires, tandis que les entreprises locales élargissent leur capacité de production. L'économie atteint un seuil où les décisions prises depuis 2022 génèrent un effet d'entraînement. Dans cette configuration, les sanctions occidentales se durcissent et entraînent des perturbations plus larges sur les chaînes d'importation. Les prix augmentent, les marges des entreprises se réduisent et les administrations doivent gérer une contraction budgétaire. La situation sécuritaire pourrait également se détériorer, compliquant l'application régulière des réformes. Ce scénario n'implique pas un effondrement, mais une résistance plus coûteuse, nécessitant des ajustements fréquents et une gestion de crise continue. Le paysage des 6-12 mois doit être lu comme un système dynamique où la capacité d'adaptation institutionnelle importe autant que les indicateurs économiques bruts. Pour le public qui observe les transformations du Burkina Faso depuis 2022, les effets décrits dans les sections précédentes ne se réduisent pas à des chiffres ou à des décisions administratives. Ils renvoient à des préoccupations concrètes touchant trois cercles distincts: les individus cherchant une stabilité minimale, les familles et communautés directement exposées aux changements socio-économiques, et enfin les personnes qui s'interrogent sur la portée plus large de ces mutations pour l'avenir du continent. Dans le premier groupe, celui des individus, la question essentielle porte sur la capacité d'un pays à maintenir un cap cohérent malgré les pressions multiples. Beaucoup cherchant à comprendre si un modèle fondé sur la transparence et la réorganisation institutionnelle peut réellement résister au temps. Ce besoin de lisibilité reflète une attente universelle: savoir si des règles claires peuvent améliorer la vie quotidienne lorsque les ressources sont limitées. Le deuxième groupe, celui des familles et des communautés locales, s'intéresse davantage aux effets directs. Les améliorations progressives des transferts communaux, la surveillance accrue des sites miniers ou encore l'uniformisation des rapports budgétaires alimentent des questions pratiques. Ces mesures peuvent-elles réduire les inégalités internes, favoriser l'accès aux services essentiels ou stabiliser les revenus dans les zones les plus fragiles? Les habitants jugent les réformes à travers des éléments simples: disponibilité des soins,
régularité des transports, sécurité minimale dans les trajets quotidiens. Le troisième groupe regroupe ceux qui adoptent d'une perspective plus large. Ils examinent comment ces transformations s'inscrivent dans un mouvement régional plus vaste et si elles peuvent inspirer d'autres pays confrontés aux mêmes dépendances structurelles. Pour eux, la trajectoire burkinabé offre un terrain d'observation privilégié sur la manière dont des institutions en recomposition peuvent modifier l'équilibre géopolitique local. Face aux tensions persistantes et aux défis structurels identifiés au cours des derniers mois, un ensemble de mesures graduelles peut orienter la trajectoire du Burkina Faso vers une consolidation durable. Ces étapes ne constituent pas un programme exhaustif, mais un cadre d'action permettant de stabiliser les réformes engagées depuis 2022 et d'en mesurer les effets concrets. Ibrahim Traoré sert ici de référence stratégique, puisque les décisions prises sous sa direction définissent le périmètre dans lequel ces solutions peuvent s'inscrire. Les ministères adoptent une grille unique d'évaluation des dépenses publiques. L'objectif est de réduire les écarts entre services et de faciliter la comparaison mensuelle. Le progrès se mesure par le taux de conformité aux rapports standardisés. Les collectivités publient des tableaux simplifiés sur l'usage des transferts liés à l'exploitation. La mesure de succès repose sur la régularité trimestrielle des rapports et leur accessibilité publique. Cette étape réduit les marges d'opacité encore présentes. Des programmes de formation ciblent la comptabilité, la négociation contractuelle et la gestion logistique. Les résultats sont observés via l'amélioration des marges opérationnelles et la diminution des coûts d'intermédiation. Les pays du Sahel intéressés par les réformes burkinabées établissent un protocole minimal de contrôle des concessions. L'impact se vérifie par la convergence progressive des règles de transparence et par la réduction des litiges frontaliers. Ces mesures forment un chemin pragmatique articulant actions internes et coordination régionale, où chaque étape peut être observée, vérifiée et ajustée sans rompre l'élan général. Lorsque l'on observe la trajectoire ouverte depuis 2022, une image revient naturellement, celle de la petite coopérative du centre du pays mentionnée plus tôt, qui avait longtemps à travailler dans un brouillard d'incertitudes administratives avant que les règles nouvelles ne lui permettent enfin de mesurer clairement son propre travail. Ce fil narratif illustre ce qui se joue dans l'ensemble du Burkina Faso, une transition où des institutions modestes, souvent ignorées, deviennent des témoins concrets de la transformation engagée. Dans ce mouvement, la figure d'Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme celle d'un chef d'État contestataire, mais comme un repère permettant de comprendre comment les décisions centrales modifient, par paliers successifs, la manière dont les acteurs ordinaires interagissent avec l'économie nationale. Cette dynamique ne repose pas sur un héroïsme spectaculaire, mais sur la capacité d'un pays à donner du sens à des gestes administratifs qui, combinés, créent un espace d'autonomie plus solide. Le rappel de cette coopérative, simple mais révélateur, souligne que les réformes trouvent avec leur profondeur là où la vie quotidienne change réellement. La souveraineté avance quand la routine change. Les transformations observées depuis 2022 à sorte de 2022 ne s'adressent pas uniquement aux spécialistes des politiques publiques ou aux acteurs institutionnels. Elles interpellent aussi tous ceux qui s'intéressent à la manière dont un pays peut reconstruire sa marge de décision dans un environnement contraint. Elles montrent qu'un changement structurel ne naît pas d'un geste spectaculaire, mais d'une accumulation de pratiques cohérentes ancrées dans le quotidien. Dans cet esprit, chacun peut prolonger la réflexion en partageant ses analyses, en les discutant avec d'autres ou en les confrontant à ses propres expériences. Les échanges, même informels, contribuent
à affiner la compréhension collective de ce qui se joue dans la région et de ce que signifient réellement des notions comme souveraineté, transparence ou responsabilité publique. Si ces pistes vous semblent pertinentes, vous pouvez soutenir la diffusion de ce travail en poursuivant la conversation, en l'approfondissant ou en la reliant à d'autres regards qui enrichissent le débat. Ce sont ces circulations discrètes qui permettent à une idée de se préciser et de s'ancrer durablement.